Chapitre 26. Agir ou vomir, il faut choisir. Dieu ne laissera pas les lâches faire son œuvre. Ralph Waldo Emerson. Auteur et poète sans peur, faiseur et vomisseur de talent. J'ai une amie qui s'est fait tatouer « Non, tu savais pas » sur le bras gauche, en hommage au fait que toutes nos grandes révélations sont en réalité des évidences. Avoir peur est un choix. Je suis digne d'amour. Don't worry, be happy. Dès qu'elle lève le bras, ce tatouage lui rappelle que, bien souvent, le sublime se cache derrière l'évident. Vous connaissez d'innombrables truismes comme ceci, vous les avez entendus ou pensés des millions de fois, mais quand enfin ça fait tilt, ils deviennent souvent des révélations à vous couper le souffle. Une épiphanie est la compréhension soudaine et viscérale de quelque chose qu'on savait déjà. C'est quand une vérité s'est ainsi déplacée de notre cerveau vers nos tripes que nous pouvons commencer à nous en servir pour changer nos vies. La question à 10 000 € est alors, le ferons-nous ? Ah, toutes ces années que les gens passent à se payer de mots, à vivre de conditionnels, à suivre des cours, à faire les touristes à des conférences et à s'enterrer sous des étagères trop pleines de livres de développement personnel avant d'agir enfin en conséquence, quand ils le font un jour. Une statistique nous dit que seulement 5% des gens qui s'inscrivent à un cours ou à un séminaire mettront en pratique ce qu'ils y ont appris. Et croyez bien que ce nombre comprend des formations très chères, pas uniquement les cours du soir de la mairie. Cela s'explique ainsi. Les gens souhaitent du changement dans leur vie, ils le veulent parfois très fort, ils sont disposés à y accorder du temps et à dépenser de l'argent, mais ils sont finalement trop timorés pour sortir de leur zone de confort et agir enfin pour changer. En d'autres termes, ils n'en ont pas si envie que ça. J'ai essayé, c'est le « j'ai tout déchiré » du pauvre. Ceux qui connaissent le succès ne sont pas seulement disposés à perdre leurs repères, ils savent qu'il faut que cela devienne une habitude s'ils veulent continuer sur leur lancée. Ils volent de défi en défi plutôt que de stagner et de s'installer. Le muscle qui permet de tout déchirer est comme tous les autres. Si on ne s'en sert pas, il s'atrophie. Si vous faites un pas de géant, que vous vous dites « c'est bon, j'y suis », et que vous vous posez là à attendre que toutes ces choses géniales qui vous sont dues depuis si longtemps continuent à vous tomber tout cru dans le bec, vous allez perdre de la masse musculaire et retomber au stade chamallow où vous étiez avant de vous mettre à la gym. Il faut bouger et grandir sans cesse. Continuez à franchir des obstacles et vous évoluerez. Comme ça, vous passez un niveau et, parvenu au suivant, vous vous élevez encore. À chaque fois, vous apprenez quelque chose de neuf. Autrement dit, vous sortez de nouveau de votre zone de confort. Parce que vous vous retrouvez face à un nouveau défi. C'est l'empressement à relever les défis qui permet de distinguer ceux qui réussissent de ceux qui ne réussissent pas. Nouveau niveau, nouveau diable. La vie avance et évolue ou bien elle recule et meurt. Si vous voulez évoluer dans votre vie, il vous faudra affronter les obstacles plutôt que reculer à leur vue. Obstacles et défis sont les agents de la croissance. Personne ne devient important, personne ne prend les commandes sans avoir surmonté des défis. Accoucher, c'est la pagaille, c'est douloureux, incertain et ça fait flipper. C'est aussi un miracle glorieux qui donne la vie. Si vous voulez obtenir la nouvelle vie dont vous parlez tant, il faut vous mettre au boulot, ne plus vous contenter de l'étudier, d'en discuter, de la souhaiter et de la vouloir. J'ai eu à subir une grosse piqûre de rappel à ce sujet que j'aimerais partager avec vous pour que cela vous pousse à travailler sans relâche et à garder la foi quoi qu'il arrive. En ce moment, je ne vis nulle part. Ou partout, c'est comme on veut. Je me suis débarrassée de ma maison il y a 2 ans et j'explore le monde depuis. J'ai toujours aimé voyager et, comme tout ce dont j'ai besoin pour mon travail est un ordinateur, une bonne connexion internet, un réseau téléphonique en état de marche et un sandwich, j'ai décidé un jour de mettre toutes mes affaires au garde-meuble et de me lancer. J'ai vu ça comme une chance de me prendre au mot. À force de parler de vivre sa vie comme on l'entend, d'être la prêtresse des hautes vibrations, de faire des sauts quantiques autour du monde, de voir en combien de langues je pourrais apprendre, seriez-vous assez aimable pour garder un œil sur mes affaires pendant que je vais aux toilettes ? Mon objectif du moment, c'est la maîtrise du laisser-faire. Je veux que ma foi en ce qui est à venir soit inébranlable. Je veux avoir tellement confiance en l'univers que cela en deviendrait une seconde nature. Je veux pouvoir sauter dans le vide les doigts de pied en éventail. Ou, au moins, avec plus de grâce et d'aisance. Surtout maintenant que je cours le monde en prêchant la grande décision par-ci et le beau laisser-faire par-là. Moi aussi, j'aimerais mieux agir que vomir. Le laisser-faire entre souvent en jeu, surtout quand je dois décider de la suite de mon parcours et de l'endroit où me poser une fois parvenu là-bas. Mon modus operandi est de me laisser porter par le courant et de garder la foi que l'univers me guidera vers le lieu parfait au moment idéal.
Je suis ravie de pouvoir vous informer que, à ce jour, il s'est avéré infaillible. Après avoir suivi mon impulsion aussi étrange que soudaine d'aller à Tokyo, une ville pour laquelle je n'éprouvais aucun intérêt préalable, je suis tombée folle amoureuse de l'endroit. Puis, quand j'ai décidé de passer un peu plus de temps là-bas, le parfait meublé à louer s'est libéré, qu'on m'a servi sur un plateau d'argent. Ensuite, une invitation d'amis pour un séjour dans leur splendide maison d'hôte en pleine campagne espagnole est arrivée, sans la moindre demande de ma part et complètement à l'improviste, alors que j'essayais sans succès de trouver une nouvelle destination. J'ai croisé plusieurs fois, complètement par hasard, dans les coins les plus reculés du monde, la route de plusieurs de mes camarades touristes nomades avec lesquels je m'étais liée d'amitié, ce qui m'a laissé à chaque fois bouche bée et prise de vertige. Comment ? Toi aussi tu es dans ce minuscule village de pêcheurs vêtu d'un sarong et les cheveux en pétard, perdu au beau milieu de l'Indonésie ? Et pourtant, même si mon agence de voyage cosmique a plus que prouvé sa grande compétence, j'étais très nerveuse avant mon dernier saut en date. Cette fois, ce n'était pas simplement « jette-moi où tu voudras du moment que c'est cool et qu'il m'y arrivera des trucs super, dac, je te remercie ». Il fallait que je me retrouve dans l'endroit idéal pour écrire ce livre. Il ne me restait plus qu'un mois avant la date de remise à l'éditeur et il me restait, disons, un gros bout à écrire, si bien que j'étais un peu tendue sur les pourquoi, les où et les comment. J'étais à Tokyo à ce moment-là. Mon plan, c'était de retourner à LA pour rencontrer un client, puis traverser l'ouest des États-Unis en voiture pour échouer dans une fabuleuse maison à louer inondée de soleil et dotée d'une vue splendide, d'où je pourrais abattre un travail considérable. J'imaginais ça au sein d'une nature formidable, mais pas trop loin d'une ville non plus, avec quelques amis dedans, pour éviter cet isolement bien connu, celui qui pousse les écrivains à beaucoup boire ou, dans mon cas, à se livrer à des expériences ratées sur leurs propres cheveux. S'il y avait quelques animaux en prime, ça aurait été la cerise sur le gâteau. Mais le reste était non négociable. Environ 2 semaines avant le départ, je me suis connectée à Internet pour commencer ma recherche de maisons à louer. J'ai exploré tous les États de l'ouest du Colorado, mais toutes celles qui me plaisaient étaient déjà réservées. J'ai demandé à toutes mes connaissances et même à tous ceux que je ne connaissais pas s'ils avaient des idées. J'ai envoyé des mails, j'ai écumé Facebook, j'ai tweeté, j'ai texté, toujours rien. Restait toujours l'option de l'hôtel, mais je m'étais vraiment faite à l'idée d'une maison et je commençais à paniquer à l'idée de m'y prendre ainsi à la dernière minute. C'était important, il en allait de mon livre. Il me fallait de l'inspiration et de la haute fréquence. Je voulais pouvoir lever le nez de mon bureau pour découvrir par la fenêtre une vue imprenable sur des montagnes majestueuses, un océan ou un champ de blé balayé par les vents. Là, si rien ne se débloquait, j'allais me retrouver à regarder depuis ma chambre de petite fille ma mère en pantoufles en train de balayer l'allée du garage. Je commençais à me résigner. J'avais foiré, voilà tout. Plutôt que d'avoir foi en l'univers et d'anticiper joyeusement la manifestation de la maison de mes rêves, j'ai commencé à me recroqueviller et à me dire qu'il faudrait faire avec. Mais de quoi je me plains ? J'ai bien de la chance de pouvoir aller chez ma mère. Je l'aime. En plus, elle me nourrira de lasagne pendant que j'écrirai. Là, j'ai pris conscience de ce que je faisais. Quelle hypocrisie ça aurait été de me contenter d'un endroit inspiré par la peur, l'étroitesse d'esprit et les fréquences basses, pour écrire un livre expliquant comment ne pas vivre une vie inspirée par la peur, l'étroitesse d'esprit et les fréquences basses. Il faut garder la foi, toujours, même quand vous risquez vos fesses. Ainsi, 48 heures avant mon départ pour Los Angeles, je me suis assise, calmement, je me suis concentrée sur mon endroit idéal pour travailler, j'ai visualisé les grands espaces qu'il dominait, je me suis prélassée dans ses canapés moelleux et sa vaste cuisine, j'ai baigné dans le soleil qui inondait ses hautes fenêtres, je l'ai senti dans mes tripes, j'ai cru à son existence, j'ai été profondément reconnaissante et emballée à l'idée qu'il existait déjà et qu'il venait à moi. Puis j'ai envoyé un mail collectif de plus, demandant si quelqu'un connaissait un super endroit où je pourrais écrire mon livre. Là, je me suis abandonnée à l'univers et je suis allée me payer un gros dîner de sushi pour fêter l'arrivée du petit paradis de l'écrivain qui allait me tomber dessus. Une fois revenue à l'hôtel, un mail m'attendait. Un ami qui connaissait des gens avait une maison où je pouvais m'installer au plus vite. Je suis enchantée de pouvoir vous apprendre que j'écris ces mots depuis une grande et luxueuse maison, spacieuse et ensoleillée, dont les hautes fenêtres offrent une vue spectaculaire à 1 heure de San Francisco, où vivent 5 de mes meilleurs amis de fac. Elle est perchée sur une colline dominant 68 hectares de terre cultivée et je peux y rester aussi longtemps que je le veux, du moment que je m'occupe de l'adorable cheval et des 2 chèvres des propriétaires. Putain, ça marche. Alors, prenez-vous suffisamment au sérieux votre décision de ne plus vous contenter du médiocre ? Vous pouvez dès maintenant obliger votre vie à faire un saut quantique. Vous pouvez changer toute votre réalité d'un coup, du moment que vous le voulez très fort. Vous pouvez augmenter terriblement vos revenus, perdre 5 kilos et vous réveiller tous les matins ultra excité à l'idée d'être vous, plutôt que de vous traîner toute la journée en attendant qu'il soit une heure décente pour boire de l'alcool. Quel que soit le surclassement envisagé, il est disponible pour vous maintenant.
Il faut simplement que vous vous décidiez à le faire advenir, que vous vous engagiez dans ce choix et que vous laissiez l'univers abonder dans votre sens. Voici quelques façons de vous approprier les leçons de ce livre et de tout vous mettre dans la poche. Petit 1, abandonnez vos mauvaises habitudes, comme des vieilles chaussettes. Les gens qui ont du succès ont de bonnes habitudes. Les gens qui n'en ont pas ont des habitudes de merde. Nos habitudes sont ce que nous faisons automatiquement, sans y penser. Elles définissent donc qui nous sommes. Si vous avez pour habitude de faire de l'exercice tous les matins à peine levé, vous êtes en forme. Si vous avez pour habitude de ne jamais faire ce que vous avez dit que vous feriez, vous n'êtes pas fiable. Si vous avez pour habitude de vous payer 3 massages par semaine, vous êtes vraiment à fond. Portez votre attention sur les aspects de votre vie qui ne vous emballent pas trop, déterminez quelles mauvaises habitudes ont pu provoquer ça et échangez-les contre de bonnes. Constituez-vous des habitudes de personnes à succès. Bonne gestion du temps, prise de décision, bonnes habitudes de pensée, vie saine, bonnes habitudes sociales, bonnes habitudes de travail, etc. Trouvez quel comportement entraînerait les plus gros changements positifs dans votre vie, même du genre dont vous ne pensez pas du tout qu'ils pourraient se réaliser, et attachez-vous à les transformer en habitudes. Comment créer une habitude ? Décidez-le. Intégrez-la à vos activités quotidiennes. Que ce soit aussi peu négociable, aussi naturel que de vous brosser les dents au sortir du lit. Qu'elle trouve sa place dans votre emploi du temps. Travaillez sur vos croyances inconscientes et sur la réécriture de vos histoires. Si vous avez déjà plusieurs fois essayé sans y parvenir, trouvez de l'aide. Engagez un coach, un mentor, un professeur particulier, demandez à un ami d'écrire « Je suis une grosse feignasse » à la bombe sur un mur de votre maison si jamais vous ne tenez pas votre promesse de faire du sport 5 fois par semaine. Élaborez de bonnes habitudes, peu importe lesquelles, si vous voulez connaître le succès. Petit 2, prenez le temps de respirer au milieu des autres. Votre super pouvoir, c'est-à-dire votre lien à l'énergie source, est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pas seulement quand vous êtes assis en tailleur à méditer en robe de chambre. Une fois que vous aurez pris l'habitude de couper votre cerveau et de vous relier à l'énergie source, vous y arriverez à n'importe quel moment de la journée. Tout le principe de ce livre est d'être utilisé pour améliorer votre vie, pas pour se payer une pause lecture avant de retourner à vos moutons habituels en laissant tout ce que vous avez appris sur le canapé. Le but, c'est de trimballer avec vous toutes ces techniques pour oublier le stress, apprécier la vie, livrer de la joie, élever les esprits, se connecter à l'énergie source et botter des culs. Or, la meilleure façon d'y parvenir passe par la respiration. Que vous soyez pris dans les embouteillages, en train de vous faire engueuler par votre patron, mal à l'aise dans une soirée, en train de glander au bureau, allongé sur une plage à essayer de vous souvenir de l'adresse de votre sœur, prenez un moment pour respirer à fond, vous éclaircir l'esprit, prendre des nouvelles de votre corps, être présent dans l'instant et vous relier à l'énergie source. Faites-en une habitude quotidienne et vous verrez des changements profonds et positifs, sur le plan physique et émotionnel, apparaître dans votre vie. Alors, vous parviendrez à gérer avec grâce le prochain idiot qui aura décidé de beugler dans son téléphone juste à côté de vous au restaurant. Petit 3, ne traînez pas n'importe où. Fréquentez des gens qui déchirent et qui vous donneront l'impression d'être un gros loser si vous ne déchirez pas comme eux. Je n'insisterai jamais assez là-dessus. Votre entourage affecte considérablement votre vision du monde et influe directement sur la hauteur à laquelle vous placez la barre de vos ambitions. Si vous traînez avec des types qui passent leur temps à se plaindre que l'économie va mal, qu'ils sont fatigués et fauchés, il vous suffira de sortir du lit le matin pour avoir l'impression d'être un héros. Fréquentez des gens motivés, des gens qui relèvent les défis au cri de « Poussez-vous, bande de nazes !» Des gens qui sortent avec des bombes sexuelles, qui gagnent exactement ce qu'ils ont envie de gagner ou qui travaillent dur pour, et prennent le genre de vacances qu'ils veulent prendre et que vous aimeriez prendre aussi. Comme ça, non seulement vous constaterez ce qu'il est possible d'obtenir, mais vous serez bien plus motivé pour en faire autant. Petit 4, donnez-vous des objectifs raisonnables. Ne vous mettez pas en tête de courir 15 bornes par jour si, pour vous, un petit tour à pied jusqu'à la pizzeria du coin, c'est déjà de l'exercice. Commencez par courir 1 km et rallongez la distance à mesure que vous retrouverez la forme. La discipline est un muscle. Il faut que vous la renforciez à votre rythme. Si vous avez les yeux plus gros que le ventre au départ, il y a de fortes chances que vous vous découragiez et que vous y renonciez. Définissez des objectifs tout juste hors de votre zone de confort et progressez à partir de là. Petit 5, lisez votre manifeste. Écrivez noir sur blanc vos objectifs et votre vision de la vie idéale, au présent, et soyez aussi précis que possible. Où vivez-vous ? Avec qui ? Quelles sont vos activités favorites ? Quel genre de gens vous entourent ? Combien gagnez-vous ? Comment ? Qu'offrez-vous au monde en retour ? Que portez-vous comme vêtements ? Etc. Il faut que cette liste soit tellement géniale que vous en pleuriez de joie en la lisant, au point de devoir la poser toutes les 2 phrases pour reprendre votre esprit.
Lisez-la avant d'aller vous coucher et en vous réveillant chaque matin. Je ne rigole pas du tout là. Il faut que vous en deveniez obsédé. Pensez au changement que vous allez apporter à votre vie, ou celui ou celle que vous allez devenir. Saisissez toutes les occasions de vous trouver dans un état d'attente heureuse et impatiente à ce propos. Plus vous vous concentrerez sur votre devenir et plus cela vous émouvra d'y penser, plus vite cela deviendra réalité. Petit 6, sortez votre carte bleue et payez-vous de l'aide, bon sang. Se trouver un coach ou un mentor est peut-être le moyen le plus rapide et le plus sûr d'apporter des changements très significatifs à votre vie en un temps record. Je ne dis pas ça, enfin, un peu quand même, parce que je suis coach moi-même et que j'ai vu mes clients réaliser l'impossible. Je le dis parce que j'ai été coachée, rien qu'un tout petit peu, et cela a changé ma vie radicalement. Pensez-y. Les athlètes professionnels travaillent avec un coach toute leur carrière. Ils ne se disent pas tout d'un coup « Ok, c'est bon, je viens de me faire 8 millions de dollars à taper dans un ballon cette année, je crois que je peux m'en sortir tout seul maintenant. » Ils continuent à s'entraîner avec un coach pour rester au top de leur forme et continuer de s'améliorer. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pourriez y arriver seul? Surtout que, en gros, vous venez de passer le plus clair de votre vie à prouver le contraire. Petit 7, mettez votre corps sur le coup. Votre esprit prendra la direction que votre corps lui indique. Si vous êtes de mauvais poil, mais que vous vous forcez à rester gentil, honnête et droit, votre humeur s'améliorera automatiquement. Et quand vous serez en forme et que vous aurez de l'énergie à revendre, vous vous sentirez prêt à conquérir le monde. Si vous voulez vraiment vous reprendre, arrêtez de jouer la feignasse. Fouettez-vous les sangs. Mangez des trucs qui vous excitent et vous nourrissent. Respirez plus profondément. Utilisez votre esprit, votre corps et votre âme à l'unisson pour faire advenir ce que vous méritez. En option. Bon, c'est complètement ouf et ça ne va probablement pas passer du tout, mais je vais vous le dire quand même parce que ça marche. Si vous voulez vraiment devenir solide comme un roc, déterminé et motivé à fond, frappez-vous la poitrine et fendez l'air de vos poings en criant vos affirmations. Hurlez des trucs genre « Je suis puissant, j'ai confiance, l'univers est mon partenaire, je vais tout déchirer ». Bref, tout ce qui vous conviendra côté affirmation. Engagez votre corps, ancrez-le physiquement dans les mots et vos affirmations auront bien plus de pouvoir. L'esprit et le corps sont bien plus puissants en tandem que chacun de leur côté. Petit 8, utilisez votre arme secrète. Faites une playlist de chansons qui vous donnent la pêche. Écoutez des discours de motivation. Entourez-vous de photos de gens qui vous trouvent génial. Portez des vêtements dans lesquels vous vous sentez sexy et intelligent. Dansez, criez, frappez-vous la poitrine. Partez pour un jogging avec, dans les oreilles, la musique de Rocky. Trouvez ce qui vous donne l'impression de pouvoir déplacer des montagnes et abusez-en. Vous visez l'or, n'oubliez pas. Il faut que vous restiez dans la zone. Petit 9, aimez-vous. Fort, comme une prise de kung-fu.